Et maintenant, on enregistre. Donc, on passe en mode sérieux alors. Voilà. Sérieux. Sérieux, Angèle. Hein. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur l'appel. Et puis, il fallait que j'aille ouvrir un document parce que je voudrais vous montrer un petit truc tout à l'heure. Donc, surtout, soyez les bienvenus. Mettez des petits pouces si vous voyez que le son est bon. Est-ce que pour vous, le son est bon en live? Parfait. Parfait. Donc, ça, c'est très bien. Déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, la connexion a l'air correcte. Et oui. Je vais aller chercher le document que je voulais ouvrir pour vous montrer l'intensité des pensées après l'effort, en fait. Pas tellement pendant le sport, mais après l'effort. Alors, je l'ai marqué, je l'ai mis. Les dépenses énergétiques après le sport. Voilà. Comme ça, je vais vous partager après un peu le visu. OK. Bon. Alors, vous êtes prête? Vous avez de quoi noter? Parce que je suis toujours aussi pipelette, donc je vais toujours vous donner autant de choses. J'essaye de me contenir quand même, vous avez vu, hein, j'essaye de tenir la demi-heure. Hein. Oui, c'est parfait. Bon, super. Mais il faut aller vite hein, pour les mains. Ouais. Je sais pas si on va pas finir le sujet des calories, on finira lundi ou mardi, mais je voudrais au moins finir sur la partie des dépenses énergétiques en fait. Je voudrais juste vous donner aujourd'hui, un peu comme j'ai fait jeudi, des espèces d'éléments supplémentaires sur les différents types de sports qui existent. Donc, a priori, si vous me suivez déjà, ou en tout cas si vous suivez mes vidéos sur toute cette session qu'on a fait là sur le pouvoir de l'alimentation, c'est qu'a priori, vous pratiquez déjà un certain type de sport, je pense. Et donc, le but, c'est vraiment pas de vous faire changer votre type de sport, d'accord? Mais on entend, encore aujourd'hui, hein, ce matin, je regardais sur Facebook et on entend vraiment des contre-vérités sur le sujet du sport et de ses dépenses caloriques. Et ça fait des dizaines d'années qu'on entend ça. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Alors, je pense que ce qu'il est important de savoir, c'est surtout que si, à un moment donné, vous avez besoin d'adapter vos entraînements, donc les entraînements sportifs, d'accord, par rapport à tel ou tel besoin selon les moments de votre vie. Donc, par exemple, si on parle de la perte de poids, puisque c'est quand même un peu notre sujet principal, eh bien, il faut savoir, est-ce qu'il existe des sports qui augmentent cet effet-là ou cet objectif-là. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a des petites notions qui sont importantes à connaître sur la dépense énergétique et les calories utilisées en fait pendant un effort physique. Eh bien, il y a trois moments en fait, trois moments très distincts. Donc, c'est là que je voudrais vous partager un petit peu mon écran par rapport à ces trois moments distincts. Alors, écran partagé ici. Non, c'est pas qui peut partager, c'est moi qui veux partager. Hop là. Donc, alors, partager l'écran ici. Hop là. Dites-moi un peu, est-ce que ça se charge? Très bien. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez le tableau? Oui, ça y est, il est là. Super, génial. Donc, vous voyez, je vous ai séparé en fait le tableau en trois moments. L'effort physique, par exemple, si on fait, j'ai pris 1 heure parce que forcément, nous, quand on fait nos entraînements le matin, c'est sur 1 heure. Donc, je vous ai montré sur 1 heure d'activité physique. Et puis ensuite, le temps des dépenses après, donc dans les 3 heures et dans les 72 heures. Donc, je vous disais, il y a 3 moments. Donc, il y a premièrement l'effort lui-même. Donc, c'est évident, hein, vous êtes d'accord que pendant l'effort, pendant l'heure d'entraînement, mais bon, après, si vous faites ça plusieurs heures, ça va être pendant les heures d'entraînement, eh bien, vous allez dépenser le plus de calories. Et il faut savoir qu'il y a aussi des dépenses énergétiques qui sont liées à l'après-effort.
Donc, on a ce qu'on appelle l'excès de consommation d'oxygène post-exercice. C'est aussi appelé l'hypoc, ou en anglais, en fait, EPOC. L'hypoc, c'est l'augmentation du métabolisme, en fait, pendant la phase de récupération, pendant laquelle, en fait, la consommation d'oxygène reste encore très élevée. Parce que alors, plus élevé que quand on est au repos. C'est-à-dire qu'on arrête l'effort, pouf, on se repose. D'accord? On n'a plus l'impression de faire une dépense énergétique. Eh bien, pour que votre corps récupère, et c'est pour ça que je vous dis toujours, consommer de la protéine juste après l'effort pour aider votre corps à récupérer. Et on a vu là, il y a une ou deux vidéos que quand on consommait de la… Ah ben c'était dans le… Je crois que c'était… mardi ou je ne sais plus qu'on a fait, comme quoi la protéine pour être digérée, il lui faut, elle consomme 30% d'énergie supplémentaire par rapport aux autres macronutriments. Et donc, en fait, si vous consommez de la protéine pendant ce temps-là, vous allez augmenter votre phase de réparation, puisque vous avez besoin de protéines pour nourrir la fibre musculaire. Et en même temps, même si vous ne nourrissiez pas votre muscle, vous alliez de toute façon consommer plus d'oxygène. Donc, votre corps va consommer et brûler plus de calories. Mais il va aussi s'oxyder. C'est pour ça que les antioxydants, après l'effort, sont importants. Alors, donc on va consommer plus qu'un corps au repos classique, donc plus que le métabolisme de base, ce qu'on appelle le métabolisme en temps normal. Donc ici, pour refaire les réserves énergétiques, donc notamment ce qu'on appelle la production d'ATP, enfin bon, il y a plein de trucs, il y a besoin d'une dépense énergétique. Et puis, il y a aussi l'augmentation du métabolisme possible dans les 24 à 72 heures. Et ça va dépendre de l'effort qu'on va faire avant, en fait. Parce que le corps n'a pas fini de réagir à cet effort et va dépenser des calories à travers de ce que je vous disais, la reconstruction musculaire, donc la production de certaines hormones aussi, et de la réparation physique, plus que physiologique. Est-ce que vous avez déjà entendu, très souvent c'est des coachs sportifs qui vantent les méthodes presque des méthodes miracles de tel ou tel exercice qui pousserait votre métabolisme et serait donc idéal pour brûler plus facilement plus de gras ou des choses comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Oui. Alors, je vais arrêter le partage d'écran là parce que je ne vous vois plus et j'aime bien vous voir. Ok, c'est plus facile chacun nous vend une technique. Oui, voilà, chacun nous vend une technique en disant que son sport est supérieur pour brûler les graisses. Coucou Caroline, sois la bienvenue. Et donc, encore une fois, la réalité scientifique, en fait, est beaucoup, beaucoup plus nuancée. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous l'expliquer. Parce que quand on fait, par exemple, ce que l'on fait nous le matin, quand on fait nos entraînements la semaine, d'accord? C'est ce qu'on appelle un effort d'endurance. Donc, ça équivaut à ce qu'on appelle une course à pied, d'accord? Ou aller faire une promenade en vélo. Eh bien, les calories dépensées pendant l'effort en lui-même sont en corrélation directe en fait, entre la durée de l'effort et la dépense énergétique. Et ça pour une même intensité donnée. Alors, je vais essayer d'être plus concrète. Par exemple, si on fait une demi-heure de sport, on va moins dépenser que si on fait une heure. Ça vous paraît logique? D'accord? Pour la même intensité, je veux dire. Voilà. Si on fait 30 minutes de pilates ou 30 minutes de gym douce, on dépensera moins que si on fait une heure de gym douce ou une heure de pilates. OK? OK. Voilà. Donc, si vous courez plus longtemps, vous allez dépenser de l'énergie supérieure. Donc, ensuite, pour l'hypoc, maintenant, ce que je viens de vous expliquer. Et coucou Jessica, tu es un peu sur le côté. Oups là sur la bienvenue. Voilà. Dans l'hypoc, en fait, dont on vient de parler, qui est donc l'augmentation du métabolisme juste après l'effort, d'accord? Eh bien, c'est aussi en corrélation avec l'intensité de l'effort. Donc, c'est-à-dire que plus vous courez ou plus vous faites du vélo ou plus on va faire une séance de gym longtemps,
à une intensité élevée, donc à une intensité forte. Alors, quand j'appelle l'intensité, c'est pas être essoufflé, d'accord? C'est par exemple, quand on soulève 50 kg, l'intensité sera plus forte que si on en soulève 20. Si on travaille avec des bouteilles d'1,5 litre, l'intensité sera plus forte que si on travaille avec des bouteilles d'1 demi-litre. D'accord? Ça, c'est par rapport à notre capacité physique. Et donc, ce n'est pas seulement la vitesse, puisqu'on a, par exemple, si on fait du vélo en montagne, l'intensité sera plus forte et donc votre VO2 max va être supérieur. Donc, forcément, votre hypoc, donc le temps de récupération derrière, d'accord, de métabolisme, va être plus importante. Sauf que, contrairement à ce que certains veulent bien dire, d'accord, ça ne représente que 6 à 15% de la dépense énergétique faite pendant l'effort. C'est-à-dire que si par exemple, je ne sais pas, on va dire on vient de faire une séance de pilates ou on vient d'aller faire une course à pied à 8 km/h ou 9 km/h, d'accord, vitesse modérée, qui va aller nous faire dépenser ou nous coûter 250 calories pendant l'effort, d'accord, pendant cette heure de course. Eh bien, dans les heures qui suivent, votre métabolisme va encore dépenser 15 à 38 calories. Donc, on ne peut pas dire que ce soit super important et significatif. Donc, ensuite, on entend aussi beaucoup des personnes parler du travail à intervalles à haute intensité. Ce que Thérèse, elle dit, oh, c'est le sport des jeunes, là. D'accord? Ce qu'on appelle le HIIT, H-I-I-T, en anglais. Voilà, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le HIIT va nous permettre de dépenser plus de calories. Eh bien, c'est exactement comme quand mon mari fait du fractionné. Vous savez, quand on court très rapidement sur, par exemple, on va dire 2 km, et puis après, on va faire 3 km à vitesse modérée. D'accord? Si on fait plusieurs tours d'exercice d'une minute, 1 minute 30 ou 30 secondes, mais à fond, et qu'après on fait 10 secondes ou 30 secondes de récupération en faisant des mouvements plus lents pour récupérer le souffle, comme on fait un peu certains vendredis matins. D'accord? Ça s'appelle du HIIT. Eh bien, c'est exactement la même chose que, donc, je vous disais, le fractionné, et il y a certaines personnes qui ne jurent que par ce type d'effort. Sauf que si on suit les études scientifiques, alors que là, les gens disent que ça brûle plus de calories, eh bien, encore une fois, ce ne sont que des on-dit. Si on se tourne vers les études qui ont mesuré précisément le métabolisme en fait, des pratiquants, donc là, je vais vous parler par exemple d'une étude qui a eu lieu en 2005, où on a comparé le métabolisme de personnes qui faisaient du fractionné, coucou Pépette, avec 7 tours de 2 minutes à très très haute vitesse et donc à haute intensité, et 3 minutes plus lentes, eh bien, il faisait… et à côté, en fait, on avait les mêmes personnes qui faisaient le même nombre de tours de terrain, mais sur 30 minutes à intensité modérée, c'est-à-dire à vitesse constante. D'accord? Eh bien, le groupe faisant du fractionné, qui est donc un hypoc donc la dépense énergétique après l'effort, à peine supérieure de 10 calories. Donc, je ne suis pas convaincue que ça vaille le coup. Et ce que montrent aussi les autres travaux, c'est que les dépenses énergétiques totales du HIIT, donc le sport dont je vous parlais tout à l'heure, là, sur la durée, c'est pareil, ce n'est pas significativement supérieur avec de l'endurance à vitesse constante. Donc, par exemple, si on fait du pilates pendant 1 heure, pour faire une vraie différence en conditions de vie réelle, vraiment, ce n'est pas du tout avec ce genre d'exercice qu'il faut faire les analyses. Parce que les études n'apportent absolument rien. Il y a 10 à 15 calories dans les heures qui suivent qui sont dépensées en plus. Donc, je ne pense pas que ça vaille le coup. Surtout que par rapport à ce qu'on a parlé jeudi, vous savez, on a parlé du NEAT. Et on a dit que lorsque l'on avait une très grosse dépense énergétique pendant un effort physique,
eh bien, le reste de la journée, nos activités étaient diminuées. Donc, notre NEAT était diminué, c'est-à-dire que, alors que la session elle-même de sport ne va pas brûler de façon différente plus de graisse, et que donc le post-exercice va brûler de façon équivalente aussi à peu près, il y a une très faible différence. En tout cas, ce n'est pas ça qui va nous permettre de brûler nos graisses et de perdre plus de poids. Eh bien, les gens qui auront fait des séances de HIIT ou bien de fractionné ou vraiment de vélo en montagne, etc., auront une activité physique non sportive dans la journée inférieure parce que le corps aura besoin de plus de réparation. Donc finalement, au total de la journée, ils dépenseront moins de calories. Donc si on compare directement l'endurance constante moyenne à du sprint fractionné sur la perte de poids et puis surtout la composition corporelle sur du moyen à long terme, d'accord, donc 1 à 3 mois par exemple, eh bien il n'y a aucune différence réelle scientifiquement, ni sur la perte de poids totale, ni sur la perte de masse grasse. Donc, c'est important. Et si le fractionné est inférieur en volume que l'endurance constante, parce que vous savez, quand je vous fais faire une séance de HIIT, par exemple, on fait des séances de 50 minutes parce qu'on pulse le cœur, donc on a tendance à avoir besoin de récupérer plus vite, etc. Alors que quand on fait une séance de pilates ou une séance de gym ou de renforcement musculaire, quand on fait avec les poids, etc., eh bien, on fait l'heure complète. D'accord ? Et donc, l'heure de sport à intensité modérée constante, eh bien, sera même plus efficace au final en réparation et en récupération sur le volume total de la journée par rapport à un entraînement rapide. Donc, ce qui compte pour la dépense énergétique totale sur la journée, quand on est dans une phase de perte de poids, c'est vraiment le volume des dépenses de la journée. Alors, parfois, on a tendance à faire moins de NEAT. Alors, si je veux rappeler, là, parce que je ne sais pas si vous avez pu écouter la vidéo sur le NEAT, Jessica, Magali, Caroline, que j'ai fait jeudi. En fait, l'activité physique non sportive, c'est tout ce que l'on fait sur la journée. Vous savez, quand on marche pour aller jusqu'à la photocopieuse, quand on marche pour aller… c'est pas seulement faire le ménage, le jardin, etc. C'est tout ce que l'on dépense sur la journée. Quelqu'un qui est par exemple très nerveux va avoir une dépense d'activité non sportive beaucoup plus importante. Les Italiens qui font des grands gestes comme ça, voilà, là, ils dépensent beaucoup plus d'énergie, de calories, etc. Et c'est vraiment cette dépense sur la journée qui est importante si on veut faire une vraie perte de poids. C'est elle qui va avoir un indice supérieur au niveau des dépenses caloriques. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les dépenses inconscientes, qui sont beaucoup plus efficaces dans le cas enfin en tout cas si on compare avec juste 50 minutes ou 1 heure d'exercice intense comme le HIIT ou le fractionné ou des choses comme ça. D'accord ? Et ce qui est important à comprendre, c'est que s'il n'y a aucun changement alimentaire produit pendant la perte de poids ou la prise de poids, c'est valable dans les deux côtés, il n'y a aucun effet sur la perte ou sur la prise de poids. C'est avant tout l'alimentation, encore une fois, qui va, booster par un peu d'exercice, mais qui va donner des résultats efficaces sur les résultats finaux. Alors, si on se tourne maintenant vers les sports de force, ou par exemple la musculation au sens large. Je dis au sens large parce que, vous savez, quand on fait des séances de gainage, quand on fait des séances de renforcement musculaire avec les poids, etc., c'est ce qu'on appelle des séances de musculation. D'accord ? On n'est pas obligé d'aller soulever 100 kilos en salle ou faire du crossfit ou faire des choses comme ça. On peut très bien travailler à la maison. Ça, à partir du moment où c'est du travail de musculation, donc on travaille le renforcement musculaire, c'est ce j'appelle du travail de musculation au sens large. Eh bien, la dépense d'une session en elle-même va varier selon l'intensité qu'on va donner, c'est-à-dire le poids qu'on va porter. Ça peut varier de 60 à 70 calories
supérieure en moyenne. Donc, si par exemple, on a l'habitude de soulever, je vais dire, 100 kg ou 50 kg en salle et puis qu'on va faire d'un seul coup une session à 100 kg, eh bien, l'intensité sera supérieure et quelqu'un qui va faire une session à 50, contrairement à quelqu'un qui va faire une session à 100 kg, va dépenser jusqu'à 60 ou 70 calories en plus pendant sa session. D'accord ? Par contre, l'hypoc, dont on parle depuis tout à l'heure, elle n'est pas plus élevée que pour l'endurance. Donc, ici, ça va être une dépense après l'effort de 6 à 50 calories, en fait, selon si vous avez une session où vous allez dépenser 200 ou une session où vous allez dépenser 300. Parce qu'on est toujours dans la catégorie des 5 à 15% dépensés après, suivant l'effort. Donc, comme avec l'endurance, c'est le volume total de l'effort qui va déterminer la dépense énergétique totale, eh bien, en musculation, on va calculer ce volume, en fait, on va mesurer le volume par rapport au volume de charge totale. C'est-à-dire que si, par exemple, sur le total d'une séance, vous avez fait 10 séries de back squat de 100 kg, ça fait donc 10 fois 100, ça fait 1000 kg de volume de charge, d'accord, total, eh bien, vous aurez dépensé 2 fois plus de calories que si vous soulevez 500 kg de volume total avec, je ne sais pas, 5 séries de 100 kg, par exemple. D'accord ? Alors, par contre, si je me fais à des personnes qui font, par exemple, la musculation ou le renforcement musculaire avec nous le matin, eh bien, on va soulever soit des poids de 500 grammes, soit des poids d'1 kg, soit des poids d'1,5 kg. Là, on était monté jusqu'à 5 kg pour certains. Eh bien, si vous faites 5 exercices avec 2 kg, eh bien, avec 500 grammes, pour dépenser le même nombre de calories, il vous faudra vous faire, alors 500, je vais dire 1 kg, hein, ça sera plus facile pour les calculs. Donc, 10 séries avec 2 kg, il faudra faire 20 séries avec 1 kg. D'accord ? Pour avoir la même dépense calorique. Vous me suivez ? Je ne suis pas trop compliquée avec mes chiffres ? Ça va ? Ok. On regardera la vidéo. On prendra le replay. Alors, ce que je voulais surtout vous faire comprendre, en fait, c'est que contrairement à l'endurance, pendant donc on a les mêmes dépenses caloriques, d'accord, pendant l'hypoc juste après est pareil que l'endurance, sauf que quand on a fait une séance de musculation, de renforcement musculaire, là, l'hypoc pendant les 2 à 3 jours après l'effort, quand on a fait des grosses séances, c'est-à-dire où vous sentez vraiment, vous avez bien travaillé musculairement, avec donc plus de volume que vous n'avez l'habitude, eh bien, ça va augmenter un peu plus votre métabolisme, mais cette fois, votre métabolisme au repos. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire que votre métabolisme basal va augmenter de 50 à 150 calories pendant les 3 jours qui vont suivre l'effort. Ce qui est assez intéressant cette fois-ci dans le cadre d'une perte de poids. Donc, si vous, en plus, vous vous entraînez tous les 2 à 3 jours, alors, je parle vraiment de séances avec beaucoup de volume ou en tout cas avec de nombreuses séries qui vont vraiment vous demander, vous allez sentir votre corps, quoi. Vous allez sentir que les muscles, vraiment, vous en avez… Voilà, je pense à Jess quand ils ont fait leur training en Guadeloupe. Voilà, là, vous en avez chié pendant, je ne sais plus, c'était 5 jours ou 4 jours. Vraiment sans récupération, vous avez fait une grosse séance de travail musculaire. Mais ça peut être aussi, par exemple, lundi matin, on fait une séance avec une chaise et du poids, où on va travailler donc avec notre poids corporel. Eh bien, c'est pareil, on va faire ce qu'on appelle une grosse séance de gainage et de renforcement musculaire. D'accord ? Ça vous paraît peut-être pas aussi important que quelqu'un qui va faire 10 squats avec 100 kg, mais pourtant, ça aura la même densité musculaire pour vous. D'accord ? Il faut l'adapter à votre corps. Eh bien, le temps de récupération, en fait, qui est derrière, et le danger est toujours, comme je l'ai expliqué en fait dans la précédente vidéo, c'est que si vous faites ces séances-là le matin, vous baissiez fortement en parallèle votre activité physique non sportive dans la journée. Donc, vous marchez moins, vous déplacez moins, vous bougez moins. C'est pour ça que c'est des fortes intensités comme ça, c'est mieux de les faire
en soirée, par exemple, parce que la nuit, on dort, donc de toute façon, on s'en fout. Si on a déjà bougé toute la journée, d'accord? Mais au final, en fait, il faut vraiment que ce soit votre métabolisme total qui soit plus élevé si vous voulez vraiment avoir des grosses dépenses caloriques pour perdre du poids, d'accord? Voilà, faut faire attention de ne pas dépasser les limites du surentraînement et bien s'accorder du temps de récupération et surtout, je vous le dis à chaque fois, bien nourrir votre tissu musculaire post-effort, c'est-à-dire que vous nourrissez votre corps et l'idéal, c'est avec de la protéine rapidement assimilable, donc la protéine cellulaire, d'accord? Et puis donc, ne pas refaire les mêmes efforts le lendemain pour bien que les muscles se réparent. C'est pour ça qu'il faut toujours éviter de dépasser ces limites, notamment la limite de ce qu'on appelle le surentraînement. D'accord? Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit pour… peut-être un point important pour votre culture générale. Voilà, on va dire juste un petit mot sur le pourquoi l'effort physique peut augmenter le métabolisme dans les jours qui suivent. D'une part, et puis entraîne la production de certaines hormones, et bien, comme par exemple le cortisol dont on a déjà parlé, ou bien même l'hormone de croissance, hein, qui vont augmenter votre métabolisme dans les heures et les jours qui suivent ces efforts intenses. Et puis aussi d'autre part, quand vous vous entraînez, eh bien, vous allez augmenter en fait ce qu'on appelle le renouvellement protéique. Alors, le renouvellement protéique, c'est-à-dire la destruction et la fabrication de nouvelles protéines et de fibres musculaires. J'essaie de faire simple. On a ce qu'on appelle en nous, d'accord, je vous ai dit, hein, le corps humain est vraiment une magnifique machine. Notre corps a ce qu'on appelle un mécanisme de construction musculaire. Et pour ça, ça demande beaucoup d'énergie à votre corps de fabriquer des nouveaux tissus musculaires. Et donc, ce mécanisme va forcément faire des dépenses plus importantes quand on a fait un sport de force, comme la musculation, d'accord, ou le renforcement musculaire, qu'avec une endurance, où finalement, c'est juste de la fatigue physique, où les muscles seront moins, les fibres musculaires seront moins cassées que quand on a fait vraiment un effort dense de musculation. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo des candidats de l'émission The Biggest Loser, là, vous vous souvenez, où on a fait perdre du poids avec des gros efforts intenses sur une courte période. Et on voit à la fin qu'en fait, le métabolisme, il s'adapte et que le métabolisme de base diminue et donc ça bloque au bout d'un moment la perte de poids. Ce qui pousse d'ailleurs certains à diminuer encore leurs calories pour relancer la perte de poids. Et donc, la question qu'on pourrait se poser là sur notre vidéo, c'est est-ce que le sport peut contrebalancer cette baisse de métabolisme au repos pendant une période de perte de poids, de régime? Alors, la réponse, c'est légèrement, c'est-à-dire un petit peu, mais pas entièrement. En revanche, le sport va augmenter le métabolisme total en augmentant forcément votre activité physique sur la journée. Si vous ne faisiez pas de sport, vous allez augmenter en faisant du sport. Vous êtes d'accord? Si on fait du sport structuré. Mais éventuellement aussi l'activité physique non sportive, c'est-à-dire le NEAT. C'est-à-dire que quand on fait de la musculation, si on répare bien son tissu musculaire après, on va augmenter son tonus musculaire, donc on va augmenter son niveau de fibres musculaires. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ouais, ça va? Oui. Ok. Donc, si vous augmentez votre tonus musculaire, vous allez forcément augmenter vos dépenses. Parce que je vous ai expliqué, hein, les muscles, c'est des usines à consommation de calories. Donc, plus votre tonus musculaire et votre densité musculaire est haute, plus vous allez brûler de calories. Donc, plus vous allez augmenter votre NEAT. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué là il y a 2 secondes, enfin, puis même sur les autres vidéos, lorsqu'on est en perte de poids, il faut toujours penser que le cerveau fait tout ce qu'il peut pour le forcer à reprendre le poids.
qui a été perdu, d'accord? Notamment en diminuant nos activités dans la journée, pour qu'on ne consomme pas trop de calories en faisant des pas, des gestes, etc. Et le fait de bouger par le sport, ça va nous permettre en fait de nous remotiver à bouger sur la journée, et faire du sport et avoir une meilleure densité musculaire nous permet d'être plus énergique. Et si on est plus énergique, qu'est-ce qu'on fait? On va bouger plus. D'accord? Donc, le sport peut avoir une utilité, mais à condition que ce soit un sport mesuré et contrôlé, et que ce soit fait intelligemment en fait. D'accord? Qu'on tronque notre cerveau en fait. Donc, quand on perd du poids par un déficit calorique important, on va perdre du gras, mais on va aussi perdre un minimum de masse maigre, c'est-à-dire du muscle. D'abord parce que si vous êtes en déficit calorique, ça signifie que votre corps doit aller chercher de l'énergie là où il peut. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est principalement dans les réserves de graisse, mais ça lui demande plus d'efforts que d'aller détruire la fibre musculaire. Donc, il va d'abord chercher et dans les muscles et dans la graisse. C'est pour ça que quand on fait un régime simplement, eh bien, où on diminue les dépenses caloriques, la consommation calorique sur la journée, eh bien, on a tendance à perdre du muscle et perdre en même temps que de perdre du gras. D'autre part, la synthèse des protéines, donc vous savez, là, ce que je viens de vous expliquer, la destruction et la reconstruction de la fibre musculaire, eh bien, le corps va être moins efficace quand il va être en déficit calorique, parce qu'il va avoir moins à consommer. Et donc, il faut qu'on stimule notre corps au repos pour garder cette masse musculaire, et donc plutôt travailler sur la perte de gras. C'est pour ça qu'il faut absolument préserver la masse musculaire, et pendant une perte de poids, l'associer à du sport, et après le sport, avoir vraiment une consommation protéinique, et l'idéal protéinique cellulaire, pour pouvoir reconstruire cette masse et garder un niveau de métabolisme basal haut plutôt. Donc, si je conclus tout ça, c'est qu'il y a un avantage clair pour la musculation et les sports de force, qui permet de préserver au mieux sa masse musculaire, donc ses muscles. D'abord parce que les personnes qui font de la musculation en général savent qu'elles doivent nourrir leurs muscles après l'effort en protéines, plus que les gens qui font juste du fit, etc. Donc, en conclusion, ce que je voudrais vous résumer, c'est que si vous avez un objectif perte de poids, ou si vous suivez des personnes qui ont un objectif de perte de poids, elles ne doivent pas faire du sport avec comme motivation principale l'objectif de perdre du poids. D'accord? Parce que l'essentiel des résultats ne viendra que de l'alimentation. 80% focus alimentation, 20% activité physique. Mais l'activité physique en général, donc, dont le sport fait partie, a pour moi bien d'autres vertus pour la santé que celle de faire perdre du poids. D'accord? Qu'est-ce que je peux… Enfin, si vous avez des questions, peut-être je peux prendre vos questions, mais je pense que vous avez compris que l'activité physique en elle-même, c'est pas ce qui va vous orienter sur une perte de poids ou une prise de poids. C'est vraiment l'alimentation. Vous devez travailler sur l'alimentation pour avoir ces objectifs-là. Par contre, l'activité physique va vous aider à avoir une meilleure satiété, va vous aider à construire du tissu musculaire, donc à avoir une meilleure tonicité, à avoir plus d'énergie. L'activité physique, c'est des objectifs de santé globale. D'accord? Voilà, je pense que c'est plus ça que vous devez retenir. C'est une meilleure gestion de son appétit, peut-être aussi avec le sport, préserver sa masse musculaire. Voilà. Contrairement à une perte de poids sans activité physique. C'est ce que je pense qu'il faut retenir de ces questions que l'on me pose souvent. Est-ce que si je me dépense et que je transpire et que je suis en loc, j'ai dépensé plus de calories que si j'ai fait une heure de pilates?
Donc non. Donc non. Et peut-être même moins parce qu'après, on doit récupérer. OK. Donc, toujours avoir dans vos entraînements dans la semaine du renforcement musculaire ou de la musculation, mais pas forcément que de la musculation. Là, c'est vraiment au sens large. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions, les filles? Moi, je comprends pas bien en quoi le sport, ça nous donne. Enfin, je comprends parce que je le vis, mais c'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qui fait que le sport nous donne plus d'énergie? Ah, alors, parce qu'en fait, sur ton corps, si je peux appeler ça un organe, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien? C'est ta structure musculaire. Qu'est-ce qui fait que tu es tonique? C'est ton muscle. Plus tu as une tonicité musculaire importante, plus tu vas être énergique sur ta journée. Et donc, en fait, plus tu fais de l'activité physique non sportive ou plus tu fais de l'activité physique sportive, plus tu vas casser tes fibres musculaires, au mieux tu vas la nourrir derrière, au plus tu auras une tonicité musculaire et donc au plus tu auras d'énergie. Tu comprends mieux le principe? Ouais. Si, moi je peux contredire. Je confirme. Et plus tu as d'énergie? Je confirme. Oui, parce que tu le vis, Thérèse. Oui. Je vais te donner une image. D'accord? Tu prends un muscle de, je sais pas, tu prends un muscle de bœuf, un beefsteak par exemple, un gros rôti, d'accord? Et tu prends le même poids en graisse. Ça va être une motte de beurre, d'accord? Eh bien, ton steak, tu vas pouvoir le tordre dans tous les sens, etc. C'est solide, c'est mastoc, c'est compact. Alors que le beurre, il va fondre, être tout flasque, etc. Donc, la densité musculaire est beaucoup plus structurée et beaucoup plus énergique. Au niveau énergie, c'est plus structuré que la graisse. D'accord? D'ailleurs, c'est beaucoup plus fatigant sur la journée pour quelqu'un qui a de la graisse à porter que quelqu'un qui va être tout en muscle. Tu prends un bodybuilder qui fait 110 kilos ou je pense à Thomas qui fait 2,4 m là, qui est tout en muscle, eh bien, il va être beaucoup plus difficile à bouger et à déplacer que quelqu'un qui fait 100 kilos et qui est en surpoids ou en obésité. D'accord? Parce qu'il n'aura pas la force de résister, parce qu'il ne sera pas tonique musculairement. Est-ce que l'image est meilleure? Oui. OK? J'avais jamais fait le rapprochement entre le tonus et l'énergie. Le tonus musculaire et l'énergie. Si, parce que tu t'en envoies une, je t'assure que tu vas le sentir. Qu'est-ce que tu dis, Thérèse? Si je t'en envoie une, tu vas la sentir, mon énergie. Parce que je t'assure que ça part vite. Hein. Merci Christine. Merci Christine. Non, mais c'est clair que tu vas d'abord, quand tu es tout en muscle, tu cours plus vite que quand tu as du poids à perdre. Tu fais des choses plus rapidement, plus de gestes, etc. Parce que ton tonus musculaire doit faire des dépenses plus importantes. Donc, à partir du moment où tu dépenses de l'énergie, tu es énergique. C'est-à-dire que tu fais mais c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Quand tu dépenses de l'énergie, tu es plus énergique. Quand tu fais du sport, tu es fatigué quand même. Ah, ben non, en fait, tu n'auras pas la même fatigue que. Je peux t'assurer que quand ma dernière grossesse, là où j'avais 32 kilos de plus, qui n'était pas que du muscle, hein, d'accord? Eh bien, je bougeais beaucoup moins que maintenant. Ça m'a fait du bien de les faire tomber. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et tu feras. Si tu portes un sac à dos de 20 kilos, tu feras moins d'activité physique que si tu ne l'as pas. Voilà,
Le gras est un surpoids qui atrophie tes muscles. Donc, ton énergie qui pèse, tout simplement. Je suis sûre que si tu demandes à Angèle, quand tu as commencé le programme et que tu as commencé à marcher, tu étais moins dynamique que maintenant quand tu fais ton tour. Et je suis presque sûre que tu vas plus vite même. Ouais, plus vite et moins fatiguée. Et tu es moins fatiguée, voilà. Ouais. Parce qu'elle a commencé à reconstruire complètement son tonus musculaire. Et c'est ça qui lui fait perdre encore plus de poids. Et les paliers dont tu parlais, ça peut durer combien de temps? Ah, alors j'aimerais vous en parler, on va en parler concrètement. En fait, là, ce que je voudrais conclure là sur cette conférence, on va dire, sur cette vidéo, c'est que le meilleur sport n'est pas, enfin, peu importe le sport, vous ne dépenserez pas plus de calories à faire l'un ou l'autre, d'accord? Parce que ça va jouer sur votre métabolisme de la journée. Mais que par contre, le sport qui vous est le plus adapté, le sport auquel vous êtes capable d'adhérer sur le très long terme et pas faire quelque chose de super casse-pied. Vous savez, comme là, on est dans les périodes, là, le mois de septembre et le mois de janvier, les gens vont tous s'inscrire dans les salles de sport. Ils vont faire des abonnements de 6 mois, d'1 an. Ils vont y aller 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Et puis après, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui s'inscrivent et qui arrêtent parce que ça leur prend la tête de devoir aller à la salle, etc. Donc, le meilleur sport, c'est celui qui vous fait kiffer. Vraiment. C'est beaucoup mieux. Je suis sûre, si on demande à Jess, elle s'éclate plus à aller faire 1 heure de Zumba avec Valou que d'aller courir 2 heures, peut-être. Je ne sais pas encore. Peut-être que courir, ça te fait kiffer aussi, mais ton micro est coupé. Non, clairement, je préfère aller faire 1 heure de Zumba que d'aller courir 2 heures. Voilà. Et donc, le meilleur sport, c'est celui-là. C'est celui qui te plaît, où tu t'amuses, où tu prends plaisir à le faire, où tu retrouves des gens, où tu ne retrouves pas de gens. Voilà. Il y a des gens qui vont préférer faire 1 heure de vélo à pied, tout seul, etc. D'accord? Voilà. C'est plus sympa de faire un truc qui nous plaît et qui nous sera adapté. L'objectif, c'est vraiment de faire le plus de mouvements possible au sein de vos journées. Et si aussi, le truc que je vous disais, là, inclure au minimum 10 000 pas par jour. Ça aussi, ça a beaucoup d'effets positifs et sur votre santé et sur votre appétit. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les mettre sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions, ben, je suis là. Je pense que lundi, mardi, on bouclera le sujet sur les calories. Et puis après, je voudrais passer à des applications vachement plus pratiques sur comment composer vos repas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ouais, merci, Christine. Merci. De rien. Je vous fais des gros bisous. Je vais regarder si sur Facebook, par hasard, il y a des questions ou pas. Si j'ai accès à la vidéo. Parfait, parfait. Ah, mon ordinateur dit qu'il n'a plus de batterie. J'espère que ça ne va pas couper. Ok, donc il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. J'en retrouve certains sur l'atelier Cruzy.